tous, aujourd'hui je voulais revenir sur mon rapport à la K-pop, comment j'ai découvert la K-pop, puisque quand j'ai lancé cette chaîne au tout début, je vous avais dit pourquoi pas faire des vidéos aussi sur la musique, et depuis le début je n'ai pas eu l'occasion d'en faire. Vous avez pu découvrir mon bilan 2023 musical avec mon top 30 des chansons que j'ai le plus préféré écouter en 2023. Et vous avez pu constater quand même, je pense qu'il y avait pas mal de K-pop, ou du moins d'artistes coréens dedans, pas forcément de K-pop, mais vraiment d'artistes coréens dans sa globalité. Et il faut le dire, j'ai découvert la K-pop beaucoup plus tôt que la grande majorité actuelle de ceux qui écoutent de la K-pop, c'était en 2008. Et en 2008, on devait être quelques centaines à tout casser de francophones à écouter de la K-pop. Et j'étais pas encore au lycée. En fait, pour vous expliquer tout ça, faut revenir à l'époque où j'étais fan de l'anime de Détective Conan. C'est toujours le cas, je suis toujours le manga Détective Conan. Et en faisant des recherches sur sa fiche Wikipédia, j'ai découvert qu'ils avaient réalisé 2 téléfilms, et moi je m'étais dit, enfin les japonais avaient réalisé 2 téléfilms sur Détective Conan, et moi je m'étais dit, mais comment ils ont pu adapter un manga déjà long à l'époque. Bon, le manga est toujours en cours, là on vient de dépasser le tome 102, 103, quelque chose comme ça, et c'était déjà une série assez longue à l'époque, et je m'étais dit, mais comment ils ont pu adapter Détective Conan en téléfilm? Et en fait, ce sont des affaires qui ont eu lieu avant que Shinichi Kodo ne rétrécisse et ne devienne un Conan. Et c'était pas terrible. Si vous êtes fan du manga comme moi, ne regardez pas les téléfilms, vraiment ils sont très moyens. Mais j'étais très intriguée du coup par rapport à la production japonaise, qu'est-ce qu'il pouvait bien y avoir comme série japonaise vraiment filmée et pas juste des animés adaptés de manga. Et je me disais, enfin voilà, j'étais vraiment très intriguée pour savoir comment, qu'est-ce que les japonais avaient bien comme série sous la main, quoi. Sauf qu'à l'époque, je ne connaissais vraiment rien du Japon, et j'avais du coup que la fiche technique sur les 2 téléfilms de Détective Conan, dont du coup la filmographie de l'acteur principal. J'ai choisi un drama totalement au hasard, parmi sa filmographie qui était déjà quand même assez conséquente à l'époque, et j'ai choisi Ana Yori Dango. Et là, j'ai eu vraiment un énorme coup de cœur, un énorme crush sur l'acteur principal, Gilles Matsumoto. Donc, d'autres recherches, je découvre qu'il fait partie d'un groupe de J-pop Arashi, et ce n'est pas n'importe quel groupe de J-pop, c'est vraiment le groupe japonais le plus vendeur au monde à l'époque, et qu'il est resté pendant plusieurs années d'ailleurs. Aujourd'hui, Arashi est temporairement séparé, mais c'est vraiment le groupe numéro 1 au Japon, quoi. Et de fil en aiguille, du coup, je fais des recherches sur les autres membres, sur leurs dramas, je regarde d'autres dramas avec eux. Ce sont vraiment les tout premiers dramas que j'ai vus, c'est avec les membres des Arashi, en fait. Et du coup, forcément, je découvre la J-pop en amont. Et en fait, à l'époque, je fais totalement abstraction des langues. Pour moi, tout ce que j'écoute, tout ce que YouTube me fait écouter sur la J-pop, c'est de la J-pop, en fait. Je fais absolument pas attention aux pays d'origine des groupes, aux langues. Vraiment, pour moi, c'est tout de la pop japonaise, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'à chaque fois, je dis que c'est Triangle de DBSK qui est le tout premier titre de K-pop que j'ai écouté. Mais techniquement, en fait, je savais pas que c'était de la K-pop. Pour moi, c'était de la J-pop. Comme je le disais, je faisais totalement abstraction des langues, je ne m'intéressais absolument pas au groupe. J'étais juste trop contente de découvrir vraiment tout un univers musical que je ne connaissais absolument pas. Et en fait, j'ai découvert la K-pop quand les Coréens adaptent Ana Yori Dango, qui a été vraiment une déception pour moi. Je n'ai même pas réussi à terminer le drama, je n'ai jamais réussi à terminer l'adaptation coréenne, tellement j'ai détesté le jeu d'acteur, l'écriture des personnages. Je ne supportais pas le surjeu de l'héroïne, c'était vraiment insupportable pour moi. Et là, du coup, c'était tellement une déception, alors que juste avant, je découvrais quand même les dramas taïwanais, sans savoir que c'était des dramas taïwanais, parce que comme je vous le disais, je faisais totalement abstraction des langues. Et en fait, c'était un drama que j'ai lancé, et je me suis dit,
c'est quand même très différent de ce que je regardais jusqu'à présent. Et c'était Devil Beyond You, un truc comme ça, je vous mets l'affiche. Et c'était un drama taïwanais, et du coup j'avais bien aimé à l'époque. Aujourd'hui c'est très kitsch, ça a très mal vieilli, mais j'avais beaucoup aimé. Et quand je découvre du coup l'adaptation coréenne d'Anna Yuliri Dango, pour moi c'est vraiment la première grosse déception pour un drama. Et je me dis, bah mince, on part mal sur les productions coréennes. Et juste après, je découvre You're Beautiful. Et du coup, dans You're Beautiful, il y a un membre de FTS Land qui joue dedans. C'est comme ça que mon premier groupe, du coup, en coréen, en sachant que c'est de la K-pop que je découvre, c'est FTS Land. Parce que, pareil, je fais des recherches sur la filmographie des acteurs. En fait, vraiment, les premiers dramas que je découvre, c'est tout en faisant des recherches sur la filmographie de l'époque, parce que je connaissais rien d'autre que les acteurs qui jouaient dans les dramas que je découvrais à l'époque, en fait. Et du coup, c'est comme ça que je découvre FTS Land, qui est du coup le premier groupe K-pop que je découvre en sachant que c'est de la K-pop. Pas des BSK où j'écoutais sans savoir que c'était de la K-pop du coup. Donc voilà, je découvre la K-pop avec DBSK et FTS Land, et ceux qui découvrent la K-pop maintenant, du moins depuis l'engouement de BTS et de Psy, peuvent être du coup assez surpris du fait que, en 2008, c'est vrai qu'il y avait beaucoup moins de groupes que maintenant, et du coup c'était toujours les mêmes qui revenaient sur YouTube. Et à l'époque, fallait vraiment le faire pour passer à côté de FTS Land, tellement You're Beautiful avait été un énorme succès, et encore plus de DBSK, même si du coup DBSK j'ai pas pu en profiter beaucoup par rapport aux nouveaux titres qu'ils sortaient, puisque vous le savez, pour ceux qui suivent un petit peu DBSK, ils ont eu leur procès peu de temps après contre la SM, où ils se sont séparés. C'est vraiment un groupe très important dans l'histoire de la K-pop, et du coup je vous mets leur biographie Wikipédia en barre d'infos, parce que si vous vous intéressez à la K-pop et que vous ne connaissez pas DBSK, c'est vraiment un groupe très marquant dans l'histoire de la K-pop, et encore plus leur procès à l'époque qui avait aussi été très marquant pour l'industrie. Et du coup voilà, c'est comme ça que je fais mes premiers pas. Et donc comme je vous le disais, à l'époque il y avait beaucoup moins de groupes. En général, quand on découvrait la K-pop à ce moment-là, c'était DBSK, Big Bang, Super Junior, Girl Generation qui arrivait en premier, quoi. Wonder Girl, voilà, c'était vraiment les... Il y avait peut-être une dizaine de groupes qui revenaient tout le temps sur YouTube, quoi, les plus marquants. Et arrive 2011 avec le premier concert de la SM en France. Et là j'étais au lycée, et j'avais une de mes amies au lycée. On était dans un lycée où il y avait quand même un petit groupe de personnes. On était plusieurs filles à écouter de la K-pop à l'époque. On était quelques-unes, et il y en avait une qui avait du coup assisté à ce concert de SM. Je crois que c'était un jeudi soir, qu'elle avait fait l'aller-retour la nuit en prenant un train de nuit pour pouvoir assister au cours le lendemain. Je sais pas comment elle a fait pour tenir, mais je me rappelle quand on était en train de manger, j'étais en train de manger avec mes camarades de classe à l'époque, et elle avait couru vers moi, mais elle était hyper excitée par le concert qu'elle venait de voir et tout. Et en plus c'était le retour de DBSK sur scène à deux, et j'étais dégoûtée de ne pas y être allée. Et puis ouais, c'était vraiment... on se rappelle malheureusement du passage très perturbant de Girl Generation sur le grand journal, qui a été très gênant plutôt que perturbant. En fait, les deux, en fait, c'était vraiment très gênant et perturbant. Le passage de Girl Generation au grand journal, je me rappelle que je dormais chez mes grands-parents à ce moment-là. Alors pourquoi j'étais chez mes grands-parents, j'en sais rien. Et du coup, ils découvraient la K-pop aussi. Bon, ils n'ont pas été autant fans que moi de la chanson de Girl Generation à l'époque. Moi, j'adorais ce titre. Et c'est comme ça, voilà, que j'ai fait mes premiers pas dans la K-pop. Et du coup, pour les fans de SHINee, 2008, j'ai connu les débuts de SHINee. Et en fait, il faut savoir que à l'époque, c'était pas vraiment un groupe qui m'avait marqué. Et pour moi, pendant très longtemps dans ma tête, je sais pas pourquoi, leur première chanson c'était Hello. Et je crois que c'est parce que j'associe vraiment ma découverte en tant que fan de SHINee, quand j'ai vraiment commencé à apprécier le groupe, avec Hello Hello.
Et c'est à partir de là où j'ai vraiment commencé à suivre SHINee. J'ai découvert aussi du coup les débuts de IU. C'est vraiment une année où en fait il y avait pas mal de groupes marquants qui ont débuté en fait en 2008. Et je suis un peu nostalgique de cette époque maintenant, parce que je vais arriver du coup au passage où de 2012 avec l'arrivée de Psy, où du coup les gens se rappellent aussi de Girl Generation au Grand Journal, et du coup il y avait Psy et Girl Generation, c'était les premiers que les gens découvraient en fait de la K-pop, avec Wonder Girl un peu aussi, et c'était vraiment les 3 premiers groupes que les gens découvraient. Et je suis un peu nostalgique de cette époque où du coup il y avait plein de gens au lycée. J'ai fait 4 ans de lycée, 2 ans de CAP vente, 2 ans de bac pro commerce dans le même lycée. Et il y avait plein de gens de ma classe de bac pro commerce, comme ils savaient que j'écoutais de la K-pop, dès qu'ils ont vu l'arrivée, la folie de Gangnam Style sur YouTube, ils sont tous venus vers moi en me disant ouais, t'as vu le truc là sur YouTube et tout, avec Psy qui fait sa danse bizarre et tout. Et du coup, plein de gens se sont soudainement intéressés à la K-pop. Et c'est une époque que, pour moi, nostalgique, parce que me posaient des questions vraiment sur la K-pop. Même des gens de la classe avec qui j'avais pas trop d'affinité venaient vers moi et me demandaient du coup des renseignements sur la K-pop, des groupes à écouter, à découvrir, même des fois des dramas à regarder, parce que du coup, forcément, à un moment dans la conversation, je viens parler des séries coréennes, japonaises, tout ça. Et c'était vraiment un engouement qui me rend un peu nostalgique par rapport à... Après l'année d'après, on a eu l'arrivée de BTS, même s'ils se sont pas fait connaître tout de suite, ça a pris un peu de temps, mais on en parlait un petit peu au lycée, parce qu'ils disent ah ouais, il y a un tout nouveau groupe là qui vient de découvrir. 2013, j'étais plus au lycée, mais je gardais un petit peu contact encore avec mes camarades de classe. Ils me disaient ouais, t'as vu, il y a un nouveau groupe là qui arrive, ils ont des sons plus hip-hop et tout. Par rapport à maintenant, je veux dire, où c'est impossible de suivre tous les groupes, sinon il faut rester connecté H24 sur YouTube, quoi. Et il y a tellement de groupes maintenant, et d'artistes solo qui apparaissent chaque jour, qui débutent chaque jour de l'année, c'est impossible de tout suivre. Et à l'époque, c'était beaucoup plus facile, et on pouvait vraiment prendre le temps de découvrir chaque groupe, chaque début de groupe. Moi, je me rappelle quand j'ai découvert SHINee, tout de suite, je m'étais pris d'attachement pour les membres. Et puis, c'était facile aussi plus facile de se concentrer sur une émission d'un groupe de K-pop qu'on aimait bien. Je pense forcément aux dramas de DBSK, aux émissions de DBSK, ou pour côté J-pop avec Arashi. Là, c'est impossible, avec tous les groupes qu'il y a, tout l'engouement qu'on peut avoir autour des groupes, de se dire tiens, je vais prendre une soirée et je vais faire que des émissions d'un même groupe. C'est moi, en fait, des fois, je fais des... Quand j'ai la flemme de lancer une nouvelle... Enfin, pas la flemme, mais quand j'ai rien envie de voir en termes de drama, je vais me dire, pourquoi pas une émission de K-pop, et d'un groupe de K-pop ou d'un artiste de K-pop. Et en fait, je vais lancer plusieurs épisodes de plusieurs émissions de groupes différents, en fait. Parce que il y a plein de groupes où j'ai envie de commencer à les stanner, comme on dit, à les suivre et du coup à les découvrir davantage dans leurs émissions. Mais, mais voilà, je twiste très facilement de groupes en fait. Et moi, par rapport à mon rapport à la K-pop aujourd'hui, je me fiche complètement des membres des groupes, à quelques exceptions près. Je vais pas du tout retenir les noms des membres des groupes. J'ai surtout apprécié de regarder les MV quand ils sortent, les lives quand il y en a, et écouter leur musique. En vrai, les membres des groupes, à la limite, je m'en fiche un peu, sauf si vraiment il y en a un qui me tape, ou une qui me tape dans l'œil, que j'ai vraiment envie de découvrir davantage. Là je vais y aller, mais c'est vrai qu'il y a très peu de groupes où je connais vraiment les membres et que je sais les reconnaître. Déjà, j'ai pas du tout la mémoire des prénoms ni des visages, donc j'ai pas envie de passer 3 heures à essayer de retenir un prénom. Moi, j'écoute vraiment la K-pop pour la musique, en fait. Les membres, les collections de cartes, tout ça, les concerts, les objets dérivés, tout ça, c'est vraiment pas mon délire à moi.
C'est depuis que j'ai découvert la K-pop en 2008, j'ai fait que 3 concerts de K-pop. J'ai fait la KCON en 2016 à Paris et j'en ai fait 2 en 2023. J'ai vu le MAC Festival en février et le passage de Oneus à Paris. C'est les seuls concerts de K-pop que j'ai fait. Donc, et c'est vraiment pas quelque chose derrière lequel je cours, puisque bon, ils sont tous sur Paris et moi je suis en région grenobloise, donc il y a le coût du billet, le coût du logement, le coût du transport, ça revient vite cher, donc c'est pour ça que moi les concerts, je préfère regarder les lives sur YouTube et je m'imagine l'ambiance, tout ça qu'il doit y avoir. Après, il y a vraiment des groupes que j'ai vraiment très très envie de voir en live, mais ça c'est comme tout le monde, c'est vraiment, il y a quelques exceptions de groupes comme Oneus par exemple, qui est du coup le seul groupe que j'ai vu pour un seul groupe, enfin pas dans le cadre d'un festival avec plusieurs invités du coup, mais par exemple là si on a l'annonce de B2B qui arrive, qui viennent faire un live ou Shani qui viennent en concert, je ferai tout pour y aller. En tout cas, j'essaierai vraiment d'y aller à fond. J'ai déjà loupé par exemple Dreamcatcher, Mamamoo ou encore J-Idol pour ne citer que mes girls band préférées. J'étais un peu déçue du coup de les rater, mais voilà, c'est pas vraiment après les concerts que je cours, ni forcément après les albums. Moi, c'est plus en les écoutant sur YouTube ou en streaming que je les soutiens, et en les partageant du coup sur mes réseaux sociaux, c'est comme ça que je les soutiens. Et si vraiment il y a un album que je veux absolument, je le prendrai, mais c'est pas vraiment une sorte de collection vers lequel je vais. Donc voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour sur tout ce que je voulais dire par rapport à mon rapport à la K-pop. Vous, si vous êtes fan ou si vous écoutez occasionnellement, ou voilà, si vous dites-moi en commentaire à quel point vous connaissez la K-pop. Je serais ravie d'échanger sur tout ça avec vous en commentaire et je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles aventures.